Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 mars. À la une ce soir, l'hôpital mère-enfant livré demain. Un hôpital construit par la Fondation Children of Africa de la Première Dame. Coût de réalisation 25 milliards de francs CFA. Dans ce 20 h, toute l'histoire de cet ouvrage humanitaire. Dans ce 20 h également, la lutte contre le terrorisme, question abordée par le ministre d'État, ministre de la Défense et les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Le point complet de cette rencontre dans quelques instants. Et comme tous les jeudis, vous aurez droit une fois encore ce soir à votre dossier politique qui porte sur le parti unifié. La rédaction a cherché à comprendre les divergences et la pomme de discorde qui fâche les alliés. C'est donc tout à l'heure. Enfin, la guerre en Syrie a désormais 7 ans. Un conflit qui s'est régionalisé. Plus de 350 000 morts et de multiples batailles toujours en cours. Plus de 7 ans de guerre en Syrie. Un élément dans votre édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose d'abord de commencer par cette actualité. L'hôpital mère-enfant qui sera ouvert demain après 5 ans de travaux. C'est une réalisation de la Fondation Children of Africa, la fondation de la Première Dame Dominique Ouattara. Cet ouvrage humanitaire a coûté 25 milliards de francs CFA. L'inauguration donc de l'hôpital mère-enfant coïncide avec le 20e anniversaire de la fondation de la Première Dame. Notre reporter Mama Traoré retrace ici toute l'histoire de la réalisation de ce projet. Regardez. Nous sommes le 12 janvier 2012 quand la Première Dame Dominique Ouattara dévoile le plus grand projet de sa fondation Children of Africa. Il s'agit de la construction d'un hôpital dédié aux couples mère-enfant dans la commune de Bingerville. Un an plus tard, les actes vont se substituer à la volonté. Le 18 juin 2013, un contrat est signé avec l'opérateur retenu pour la construction de l'ouvrage. 10 jours plus tard, le président Alassane Ouattara procède à la pose de la première pierre. Pour sortir l'hôpital de terre, des fonds seront mobilisés auprès des donateurs. Ce sera à la faveur des dîners galas de 2012 et 2014 de la Fondation Children of Africa. Le 11 juin 2015, alors que les travaux sont largement avancés, le gouvernement ivoirien se joint à la cause de la Fondation Children of Africa. En plus du personnel médical, l'État s'engage à apporter un soutien financier de 1,8 milliard de francs CFA par an pour le fonctionnement du futur hôpital mère-enfant. Après 5 ans de travaux, l'hôpital mère-enfant est enfin né. Un investissement de 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards pour la construction et 7 milliards pour l'équipement. Un hôpital de dernière génération dont la mission première est d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant, de même que l'égalité d'accès aux soins de qualité pour toutes les couches sociales. Il s'agira justement pour la mère de partir de la gynécologie, l'obstétrique, l'assistance médicale à la procréation. Pour l'enfant, ce sont les services de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique, entre autres. Demain, donc, un plateau spécial avec David Mobio à 10h10, suivi de la cérémonie officielle d'inauguration de l'hôpital mère-enfant en direct sur nos antennes. Au niveau de la défense, on s'organise pour lutter contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense et les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire ont échangé sur le sujet. Ils ont parlé du renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les différents pays. Le point avec Abou Sanogo. Les attachés de défense des représentations diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire chez le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, tout en se réjouissant de la situation sécuritaire du pays qui s'est nettement améliorée. Les attachés de défense ont salué la mise en place de ce cadre d'échange qui regroupe plusieurs pays et se sont félicités des accords de défense qui lient leurs pays respectifs à la Côte d'Ivoire. Nous tenons à venir donc rencontrer le ministre pour prendre d'abord conseil auprès de lui et aussi, comme je dis, faire le tour de l'horizon dans les domaines sécuritaires et de la défense. En retour, le ministre d'État, ministre de la Défense, a insisté sur l'importance des relations entre États. Je me félicite que ces accords seront un outil qui va nous permettre
d'efficacement lutter contre le trafic des armes, la criminalité transfrontalière et, en un mot, le terrorisme. La première garantie pour que des pays aient des relations de paix, c'est que la diplomatie militaire qui est portée par les attachés de défense soit très active. Ahmed Bakayoko a salué l'ouverture très prochaine en Côte d'Ivoire d'un centre régional de formation et de perfectionnement antiterroriste. Aujourd'hui, plus que jamais, cette formation doit nous amener à être capables d'avoir des hommes et des femmes qui soient en capacité de prévenir ces attentats terroristes. Et puis, dans leur capacité d'avoir des unités d'élite qui soient capables d'agir en cas de survenance d'attentats pour circonscrire au plus tôt et au plus vite les dégâts. L'Amicale des attachés de défense est une structure qui se veut une tribune d'échange et de partage d'expériences entre attachés de défense. De son côté, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, remobilise les forces de sécurité pour la protection des populations. La rencontre fait suite aux récents événements sociaux et sécuritaires enregistrés ces dernières semaines dans le pays, notamment les cas d'incivisme et les attaques contre les symboles de l'État, nous dit Michel Digré. Le gouvernement ivoirien plus que jamais déterminé à traquer tous les individus qui posent des actes de nature à troubler l'ordre public. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les forces de police. Des instructions fermes ont été données par le chef de l'État et elles seront appliquées. Dans la police, il y a une chaîne de commandement qui est bien établie. Par le truchement de cette chaîne de commandement, vous allez recevoir des instructions précises en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la circulation des véhicules administratifs avec des plaques banalisées, l'utilisation des vitres teintées, la circulation sur les trottoirs plutôt que sur la route. Les forces de police ont été par ailleurs invitées à plus de professionnalisme. Je voudrais donc vous demander à chacun de revisiter notre déontologie, de respecter les consignes données par les supérieurs hiérarchiques, de demeurer discipliné, mais aussi de demeurer confiant en vous-même. Le ministre Sidiki Diakité a déploré les récents cas d'incivisme et les attaques contre les symboles de l'État observées ces dernières semaines dans certaines localités. Il a annoncé que très prochainement, tous les services de son ministère seront suffisamment dotés en équipements et infrastructures, mais aussi en matériel nécessaire au maintien de l'ordre. Un mot de diplomatie avec cette interrogation. Comment faire en sorte pour que les représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger participent au développement économique de la Côte d'Ivoire? Pour résoudre cette équation, le ministre des Affaires étrangères a décidé d'impliquer les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire pour leur expliquer la vision de la nouvelle coopération diplomatique et commerciale qu'il veut engager. Le compte-rendu de Michel Digré. L'économie ivoirienne a affiché ces 5 dernières années une croissance remarquable avec une moyenne de plus de 8%. Dans cette dynamique, le gouvernement entend désormais encadrer le secteur privé ivoirien à la recherche de débouchés et ce, avec l'implication du corps diplomatique. C'est le message qu'a livré le ministre des Affaires étrangères aux représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. L'ambition du président de la République est de mettre la diplomatie ivoirienne au service du développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle il prône une diplomatie économique plus active, dont les principaux acteurs doivent être les missions diplomatiques, ainsi que les consulats généraux et consulats honoraires ivoiriens ouverts dans vos pays. Le ministre Marcel Montano lève un coin de voile sur la dynamique qu'il entend impulser pour l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais donc rappeler que la Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel, ouvert aux investisseurs de vos pays. Ainsi, à l'avenir, les délégations de nos opérateurs économiques et hommes d'affaires en mission de prospection économique dans vos différents pays seront accompagnés par des diplomates ivoiriens et même par des membres du gouvernement
comme c'est le cas de vos missions économiques et commerciales en Côte d'Ivoire. Le ministre souhaite par ailleurs une pleine application du principe de réciprocité dans ces nouvelles relations économiques et commerciales. Je voudrais également, mesdames et messieurs les ambassadeurs, pouvoir compter sur votre appui afin que les produits ivoiriens puissent être écoulés sans entrave sur vos marchés en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique en général et plus près de nous en Afrique de l'Ouest dans l'espace CEDEAO. Il faut que les produits ivoiriens puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux produits importés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 57 ambassades, missions permanentes et consulats à travers le monde. L'actualité politique s'ouvre par les sénatoriales. C'est le 24 mars prochain, donc dans 9 jours. Les organes de presse sont invités au respect de la réglementation de la campagne pour ces élections. La CEI, la Commission électorale indépendante, exhorte les journalistes à donner la bonne information sur les élections et le CNP, le Conseil national de la presse, rassure que tout dérapage sera sanctionné. Le compte-rendu de Konaté Moussa. Leur implication est importante dans l'organisation d'une élection. Les organes de presse occupent une position de choix lors des campagnes électorales. Leurs activités sont suivies de très près par le Conseil national de la presse. Pour l'élection des sénateurs prévue le 24 mars prochain, la structure de régulation de la presse ivoirienne invite les journalistes au respect des règles professionnelles. Il n'appartient pas aux journalistes, en tout cas, d'améliorer ou bien de déformer les propos des différents candidats. Non, rester à l'intérieur de la profession, faire en sorte que le débat soit républicain. La loi indique que seule la CEI est autorisée à proclamer les résultats. La presse ne reprend les résultats qu'une fois annoncés par la CEI. Donc il est interdit à tout organe de presse de publier des résultats avant la CEI. En cas de non-respect, nous allons interroger la loi et nous ferons ce que la loi nous indiquera. Un appel donc lancé aux professionnels de la presse pour la bonne couverture médiatique de ces élections. La Commission électorale indépendante CEI apporte également des précisions sur le mode opératoire du scrutin. Il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire bloqué à un tour. Il n'y a pas deux tours. Par contre, en cas d'égalité, on reprend l'élection une première fois. S'il y a une nouvelle égalité, on organise encore une nouvelle élection. Et s'il y a encore une égalité, en ce moment, la liste sur laquelle figure le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le collège électoral est constitué des députés, des conseillers régionaux, des conseillers de district élus et des conseillers municipaux. Des informations utiles destinées aux acteurs de la presse afin que ceux-ci puissent mieux éclairer l'opinion sur ces premières élections sénatoriales. 20h13, on en vient au dossier politique. Poussée de fièvre au RHDP, les interprétations de certaines dispositions des tests fondateurs vont-elles avoir raison du RHDP, l'Alliance du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? En tout cas, la question reste posée à tous les partis politiques membres de l'Alliance pour comprendre les divergences et la pomme de discorde qui fâchent les alliés. Nous vous proposons ici et maintenant le dossier politique du jeudi réalisé par Gabriel Zani. Majorité des militants et des militantes du PDCI-RDA sont pour le RHDP et pour le parti unifié. Si parti unifié il doit y avoir, ce sera après l'alternance. La machine pour la mise en place du parti unifié serait-elle en train de se gripper? Dans tous les cas, l'on assiste ces derniers jours à des divergences au sein du Rassemblement des oufouettistes. Créée en 2005 en France, cette coalition remporte sa première victoire politique à la présidentielle de 2010 avec Alassane Ouattara comme candidat de la coalition. En 2015, l'Alliance propose la même affiche et gagne la présidentielle. Cette fois-ci, la question d'un parti unifié est évoquée. Pour ce faire,
Un comité de haut niveau est mis en place chargé de réfléchir à la question du parti unifié. Nous avons eu des mandats qui ont donné un travail, ce travail continue, ça se passe dans de bonnes conditions et attendez qu'on rende compte à nos mandats pour, disons que, ensuite vous dire la substance finale. Voilà ce que je veux vous dire, les choses avancent normalement. S'unir pour gouverner le plus longtemps possible, c'est l'idée du parti unifié. Mais c'est sans compter avec les appréhensions et parfois le refus que cela pourrait susciter au sein des partis membres de la coalition. L'UDPC a un avenir dans le RADP parce que toute alliance est bonne à prendre. Il s'agit de savoir les organiser, de savoir tirer les avantages de l'alliance. Notre position n'a pas varié d'un iota, nous, mouvement du Cameroun RDR. Depuis le départ, nous avons dit que nous étions pour une alliance forte. Des avis des militants de base partagés sur le dilemme du parti unifié. Mais perte d'identité, effacement de l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui fâche les membres de la coalition au plus haut niveau. PDCI-RDA, patrimoine politique de la Côte d'Ivoire. Nous devons être sûrs, être fiers d'être PDCI-RDA. Suivons notre route. À l'origine de la discorde, l'alternance pour la présidentielle de 2020. Pendant que le PDCI demande à son allié de la rue Lépic de lui renvoyer l'ascenseur à la présidentielle de 2020, le RDR propose de constituer d'abord le parti unifié. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller au parti unifié. Et tout concourt aujourd'hui à faire en sorte que nous ayons le parti unifié. Et le parti unifié, c'est pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mais les équations personnelles ne doivent pas l'emporter sur l'intérêt général et l'intérêt du pays. Les intérêts divergent à 2 ans de la présidentielle entre les 2 grands signataires du RHDP, le PDCI et le RDR. Les appels à l'apaisement se multiplient alors. On a décidé d'aller à RHDP, d'être ensemble. Tant que nos 2 chefs ne viennent pas nous dire qu'on a rompu avec le pacte, mais nous devons nous engager dans cette voie. Parce que c'est la voie du salut, c'est la voie qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de la paix. Nous sommes tous des membres d'une famille, il peut y avoir des hauts et des bas, mais l'essentiel c'est que le cap soit gardé. Le MFA et le PIT, quant à eux, se veulent plus rassurants sur la question du parti unifié. Nous pensons que si les uns et les autres, je veux parler des partis membres du RADP, y mettent la volonté, le RADP peut évoluer jusqu'à arriver au parti unifié. Pour nous, au MFA, il n'y a pas de réticence. Je voulais vous dire déjà qu'en octobre 2017, plus de 2000 délégués ont donné mandat au président de prendre part aux travaux sur le parti unifié. Même si aucune déclaration n'est faite à l'issue des réunions tenues au siège du RDR les 5 et 6 mars dernier, le comité de haut niveau travaille pour la naissance du parti unifié. Les textes fondateurs sont déjà rédigés et donc le comité de haut niveau a été mis en place pour déjà établir le processus d'aller au parti unifié qui va passer d'abord par des dispositions transitoires. Il y aura un comité directeur qui est donc l'organe opérationnel qui va donc travailler, faire les sensibilisations, mettre en place tout ce qu'il faut pour préparer nos militants à l'adhésion du parti unifié. Le manifeste du parti unifié est un laboratoire. La création du parti n'est donc pas remise aux calendes grecques. La machine est en marche malgré les réticences. La dynamique est insufflée au comité de haut niveau par le président Alassane Ouattara et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Parti unifié, les points de vue divergent, un dossier du service politique réalisé par Gabriel Zani. Kandia Camara invite les femmes à s'inscrire dans la vision du parti unifié. C'est l'essentiel du message de la secrétaire générale du RDR, le Rassemblement des Républicains, au cours d'une rencontre avec les femmes cadres et militantes du RHDP. C'était au siège du parti à la rue Le Pic. Le compte-rendu d'Eman Guivet. À l'invitation de la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara,
Les femmes du RHDP se sont rendues au siège du RDR pour recevoir les consignes d'usage avant la dernière ligne droite, les campagnes qui précèdent l'élection des sénateurs le 24 mars prochain. La consigne du jour, la voici. Toutes les femmes élues doivent soutenir partout où elles se trouvent les candidats du RHDP, les 2 candidats du RHDP par région. Les femmes élues et militantes invitées à s'approprier le terrain en soutenant les listes de candidature RHDP. 33 listes de candidatures ont été retenues dans le cadre de ces sénatoriales. 8 candidates défendront l'étendard féminin pour la liste RHDP. Occasion pour Kandia Camara d'appeler les femmes du RHDP à faire bloc autour de la vision du parti unifié. Nous avons la chance de pouvoir avoir accès à nos présidents. Nous avons la chance d'avoir des présidents aussi qui sont accessibles et qui nous écoutent, qui nous font confiance. Nous irons vers nos présidents pour leur dire qu'ils ont pris la bonne décision, qu'ils peuvent compter sur nous et qu'ils maintiennent le cap. Invitant les femmes à sensibiliser les nouveaux majeurs pour leur inscription sur la liste électorale dans le cadre des élections municipales et législatives à venir, la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, a appelé les militants du RHDP à aller aux élections sénatoriales dans un esprit de paix et de convivialité. Et un groupe de députés issus des groupes parlementaires PDCI, RDR, UDPCI et certains groupes parlementaires indépendants ont en vue la mise sur pied d'un groupe parlementaire RHDP. Avant la concrétisation de ce projet, le comité ad hoc est allé rencontrer ce jeudi les présidents de l'UDPCI et du PIT pour partager avec eux sa vision. Sidonie Davila Waka. Sollicité par des parlementaires, le premier responsable de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, donne son accord pour la création d'un groupe parlementaire RHDP. J'ai eu à les encourager, à les soutenir et à leur dire ma foi dans la cohésion que nous serons capables de retrouver au sein de la famille des Oufouettis, parce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Le projet de création d'un groupe parlementaire RHDP est porté par des députés issus des groupes parlementaires du PDCI, du RDR, de l'UDPCI et de certains groupes parlementaires indépendants. Le comité ad hoc mis sur pied pour mener à bien ce projet l'a aussi présenté au patron du PIT, Parti ivoirien des travailleurs, qui a donné sa caution. Nous saluons cette initiative de mettre sur pied un groupe parlementaire dont les membres sont déterminés à travailler, à épauler tous les présidents des partis membres du RHDP dans leur action de recherche de la paix, afin qu'ensemble nous puissions, la paix revenue, poursuivre le développement de notre pays. Le soutien de l'UDPCI et du PIT, ces partis membres du RHDP, est important pour les députés qui souhaitent que tous les partis puissent s'associer à leur initiative. La mise en place d'un groupe parlementaire RHDP permet de créer l'osmose entre les différents partis qui sont représentés à l'Assemblée afin de nous permettre de parler d'une seule et même voix. Le comité ad hoc des députés que dirige Frégbo Basile, député PDCI, espère mettre sur pied le groupe parlementaire RHDP bientôt. Après la politique, place à l'économie avec le lancement de la toute première banque digitale de la Standard Chartered Bank en Afrique. Cette banque digitale, qui est une première du genre en Côte d'Ivoire, est une révolution selon ses dirigeants. Explication dans cet élément de l'Anciné Bakayoko. Cette banque en ligne utilise tous les moyens digitaux à sa disposition. Des moyens destinés à rentrer en contact avec son client, notamment les mails, les réseaux sociaux et les messages par application mobile. Elle va en effet permettre de gérer via Internet toutes les opérations à effectuer dans la vie d'un compte bancaire. À partir de votre smartphone, vous aurez l'opportunité d'ouvrir un compte, et cela en maximum 15 minutes, mais également d'effectuer plus de 70 types de transactions, notamment tout ce qui est paiement, commande de chéquier, commande de carte. Donc tout ce que vous faites en vous rendant de façon physique à la banque, vous pouvez le faire à travers votre téléphone.
Avec la banque digitale, point de problème de communication ou d'heure d'ouverture. L'accès en ligne est simple, sécurisé et le client y rencontre des conseillers bien plus disponibles que dans une agence traditionnelle jusqu'à tard le soir et même le week-end. Nous permettons d'augmenter de façon significative l'inclusion financière en Côte d'Ivoire qui est chère à la Banque centrale et qui est chère au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ayant nettement moins de charges en ressources humaines ou en immobilier qu'une banque en agence, les frais bancaires liés à ces opérations devraient donc être considérablement plus bas. Notre souhait est que cela cohabite avec la banque. Et vous avez trouvé la bonne solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une banque qui ne soit pas en compétition avec le digital, mais une banque digitale donc, qui intègre ces deux aspects, à la fois de la banque et du numérique. Je pense que c'est cela le futur. La mégastar du football ivoirien Didier Drogba s'est déclaré encouragé par l'avènement de la banque digitale en Côte d'Ivoire. À New York, en marge de la 62e commission de la condition de la femme à l'ONU, le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Protection sociale a organisé un panel sous-régional sur le karité, invité le Burkina Faso et le Mali. Objectif, créer un cadre de collaboration en vue de la professionnalisation de la filière karité. L'immigration clandestine au cœur du Massa, la danse est utilisée comme un moyen de lutte contre le fléau. Ambiance et commentaires, Serge Collier. Un spectacle de danse aux allures de théâtre. Un message fort évocateur. La compagnie Ngamb Art tient en haleine le public de l'Institut français d'Abidjan. De jeunes danseurs rivalisent de vigueur dans une chorégraphie bien agencée. Je ne prendrai pas la Méditerranée, c'est le titre du spectacle de 1h10 offert par la compagnie Ngamb Art. Du rêve de l'Eldorado à la réalité de la désillusion du voyage, il n'y a qu'un pas. Un pas que la compagnie Ngamb Art demande aux jeunes Africains de ne point franchir pour éviter de tomber dans le piège de la Méditerranée, le plus grand cimetière du monde. Non, moi je ne prendrai pas la Méditerranée. Le voyage a eu lieu dans leurs rêves, dans leur tête et tout, mais du coup, une fois qu'ils sont au réveil, ils ont pris conscience que ce n'était pas une bonne chose. Ils se sont dit non, vu tout ce qu'on a vu dans notre rêve, je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite, stopper tout de suite et commencer à se chercher ici. Là. La compagnie Ngamb Art est une troupe panafricaine qui comprend plusieurs nationalités, des artistes qui ont décidé de se lever pour se dresser contre l'immigration clandestine. La République démocratique du Congo, confrontée à une profonde crise humanitaire, les Nations unies lancent un appel à la communauté internationale pour apporter de l'aide financière aux personnes déplacées en RDC. Il y a 7 ans, ce jeudi, débutait le conflit en Syrie. 7 ans, le pays est toujours plongé dans le chaos. Plus de 350 000 morts et de multiples batailles en cours. Herman Guivet pour Le Point. Une foule qui scande, des slogans hostiles à Bachar el-Assad, une manifestation durement réprimée par des forces de l'ordre. Le quartier de Al-Khalidia de Homs compte ses premiers martyrs. Ces images ont été tournées à Homs et marquent le début du conflit syrien. Un conflit qui entre ce jeudi 15 mars 2018 dans sa 8e année. Débuté dans le vent du printemps arabe, le mouvement de protestation s'est transformé en insurrection armée avant de voir l'apparition de factions rebelles et de connaître une intensification avec l'implication directe ou indirecte de puissances étrangères comme la Russie, la Turquie, les États-Unis. Armes chimiques, massacres de civils, accusations de crimes de guerre selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le conflit aurait fait 350 000 morts et des millions de blessés depuis son entame. Le 7e anniversaire du conflit marqué par la mise en déroute des djihadistes de l'État islamique après sa montée en puissance en 2014 et la conquête de vastes territoires comme Raqqa, bastion de la rébellion, finira par être repris par les forces démocratiques syriennes. 7 ans après l'éclatement du conflit, la quasi-totalité du pays est un champ de ruines. Bachar el-Assad est toujours le maître du jeu en Syrie. Les raids se multiplient dans la Ghouta orientale.
Le régime de Damas est plus déterminé que jamais à reconquérir chaque morceau de terrain occupé par la rébellion et les milices djihadistes. Rappelons que demain, l'hôpital mère-enfant sera inauguré en présence du chef de l'État, un hôpital construit par la Fondation Children of Africa de la Première Dame, coût de réalisation 25 milliards de francs CFA. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer ce 20h. Passez une très belle soirée.